On va commencer du coup. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Jules. Du coup, je suis responsable du projet d'accompagnement des habitants du quartier pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Et je suis accompagné de Julien, qui est l'architecte du projet et qui a réalisé l'étude de quartier, qui va les présenter, et qui est plutôt le technicien, l'expert sur tout ce qui est toutes les questions architecturales. Comment ça va se dérouler la présentation? Je vais d'abord introduire, recontextualiser un peu le projet. Pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et dans le cadre du contrat de quartier durable. Ensuite, Julien va vous présenter l'étude du quartier architectural. Puis je vais vous présenter le parcours du rénovateur, parce qu'il y a une étude de quartier qui a été faite, mais ensuite on propose de vous accompagner vers la rénovation pour ceux qui sont intéressés. Et enfin, on aura un petit temps de questions-réponses si vous reste des interrogations. Donc voilà, pour commencer, ce projet il tient dans le cadre du contrat de quartier durable 2021-2027. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui en ont entendu parler. C'est plusieurs projets qui sont financés par la région dans le périmètre du Bizet. Donc c'est plein d'actions socio-économiques. Il y a tout un programme sur le mur de cette antenne-là. Il y a l'aide de devoirs, réparation de vélo, il y a plein de choses qui se font. Réparation de vélo. De vélo. D'un vélo. J'essaie de parler un peu moins vite. Il y a beaucoup de choses qui se font. Pour faire ce contrat de quartier durable, en fait, le but, c'était de développer des actions socio-économiques. Et il y a donc un diagnostic qui a été fait où les habitants ont été interrogés pour savoir un peu ce qui manquait et de quoi il y avait besoin dans le quartier. Et une des problématiques, c'était le bâti vieillissant et un grand nombre de passoires énergétiques, donc des bâtiments très mal isolés. Et du coup, nous, on a répondu à cette problématique en proposant d'accompagner les gens vers la rénovation et de faire un accompagnement à la rénovation groupée, de faire en sorte que les gens rénovent en groupe. Donc c'est issu du quartier voisin, du quartier de la Roue, de la cité jardin de la Roue. À la base, c'est des habitants qui se sont dit on veut rénover, mais on va le faire ensemble parce que ça va nous coûter moins cher. On aura un seul architecte, un seul entrepreneur au lieu d'avoir chacun le sien. Et en plus, on aura plus de poids auprès de l'urbanisme. On va pouvoir apporter notre identité de quartier. Et du coup, ça sera plus de chances de passer auprès de l'urbanisme. Ah bon? Ça marche comme ça? C'est la cité jardin, en tout cas la cité jardin, vu que c'est assez protégé, et la commune disait souvent vous pouvez pas rénover parce que vous pouvez pas isoler par l'extérieur parce que la cité jardin c'est toute une identité, ça va dénaturer la cité jardin. Eux ils se sont dit mais attendez, nous les habitants, on a peut-être notre mot à dire dans quelle la cité jardin est-ce qu'elle doit être. Et du coup c'est comme ça qu'ils ont négocié. Maintenant ils vont garder la même la même façade, ils vont garder l'identité de la cité jardin, mais ils ont réussi à isoler par la... Le groupe a vraiment pu faire avancer les choses mieux que d'habitude, et vraiment cette discussion qui a pu avoir lieu, qui a pris du temps, et qui a pu avoir lieu. Et donc, nous ici dans le cadre du projet, on voulait aussi pousser à améliorer la rénovation de la ville, et entre autres, on espère que son groupe va permettre de rénover plus de maisons, plus vite, moins cher, donc finalement d'amener une nouvelle dynamique de rénovation en ville. On doit rénover tout le bâti bruxellois pour 2050. 2050, c'est dans 25 ans. On doit tripler la vitesse actuelle pour qu'on arriver à cet objectif. Et donc, il faut réfléchir à des nouvelles manières de faire, et c'est ce que on propose ici. C'est ça. Donc, c'est les objectifs 2050. Je suppose que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. Tout le monde doit arriver à cet objectif PEB C-. Donc, PEB, c'est la performance énergétique du bâtiment. Ça correspond à l'énergie que vous avez besoin pour chauffer votre maison à 18 degrés, je crois, en moyenne, 20 degrés en moyenne toute l'année. Et donc c'est moins, ça veut dire que vous n'utilisez pas trop d'énergie pour arriver à ces 20 degrés. Et du coup, ces objectifs qui vont dans les objectifs environnementaux de la région, on émet trop de gaz à effet de serre. Le bâtiment est responsable de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la région s'est dit on va cibler le logement pour ces objectifs. Et nous, on propose cette approche groupée. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on veut créer une dynamique de groupe. On se dit que la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui est très complexe en termes administratifs, financièrement, ça coûte cher. Donc on a envie d'amener les gens ensemble pour partager déjà les expériences, les ressources, créer un groupe, accompagner les gens dans les démarches administratives aussi, ce qui est souvent un aspect compliqué qui peut faire peur, et essayer d'avoir des prix de groupe. Parce que voilà, on sait que c'est des travaux qui coûtent souvent
très cher. Et peut-être juste, donc l'objectif 2050 a été signé. Bruxelles s'est engagé dans une loi. Maintenant, nous avons écrit la formule magique pour y arriver. Depuis, donc elle n'est pas encore mise au point, mais de ce qu'on entend depuis 1 an et demi, qui reste relativement stable, c'est 2026, tout le monde doit avoir un certificat de sa maison, donc achat avant, mais donc on sait à quel niveau on est. Donc même les maisons qui sont pas vendues ou louées récemment, elles devront l'obtenir aussi. On sait de quel chiffre on part et comment arriver à cette PEBC. 2036, ceux qui ont la lettre F et G, donc les plus mauvais, devront au moins arriver à E. Et 2046, ans plus tard, tout le monde devra arriver à C. Donc les plus mauvais doivent commencer un peu plus vite, peuvent directement aller à C s'ils le désirent, mais voilà, eux, en tout cas, doivent réfléchir qu'en 2026, c'est dans pas si longtemps, il faut atteindre cette lettre-là. Donc voilà pourquoi on a fait ce projet, pour atteindre cet objectif. Dans ce projet, on a plusieurs partenaires. Donc moi, je travaille chez Habitat et Participation. Nous, on a remis l'appel à projet. On travaille aussi du coup à la roue pour mobiliser les ménages et on s'est dit, on va proposer la même approche dans ce quartier-là qui a une architecture assez différente. On dit que ça peut marcher aussi et le but c'est aussi de voir si ça marche. C'est un bâti qui est plus représentatif du reste des bâtis de la région bruxelloise et du coup ça pourra aussi être répliqué ailleurs en vue des objectifs de la région 2050. Donc moi je suis beaucoup sur la partie mobilisation. Il y a Up Architect, donc Julien, l'architecte, qui a fait l'étude de quartier qui va vous être présentée. On l'a recruté par marché public et on vous reverra les missions après on va accompagner le projet en tant qu'architecte dans la mise en place du projet, ainsi de suite. Voilà. On a un rôle technique aussi et on va accompagner tout le projet tout le long. Voilà. On a aussi l'UFLED, qui est le petit logo en bas à gauche, qui est l'Union des femmes libres pour l'égalité des droits. C'est une ASBL anderlechtoise et c'est du coup qui nous aide dans la mobilisation pour mobiliser un public, le public de Bizet, parce que nous on n'est pas situé dans le quartier. Climact qui nous aide sur la coordination plus stratégique. Donc Climact, c'est un des habitants de la Cité de la Roue qui a lancé le projet, travaille chez Climact, donc c'est pour ça qu'il nous aide. Et enfin on a Architecture et Climat qui est l'Université de Louvain qui va accompagner sur la récolte de données à la fin et comment comprendre les informations techniques, les chiffres des consommations. Mesurer l'impact de cette rénovation énergétique groupée. Voilà. Il y a déjà une mesure avant ? Il y aura des mesures avant. Pour ceux qui s'engagent dans le projet, le but c'est de faire des mesures avant, puis de mesurer après pour voir comment est-ce que les travaux ont impacté la performance énergétique du bâtiment et aussi les usages. Voilà. Alors maintenant c'est à moi de prendre la parole. Donc on va commencer par l'analyse du quartier, ce qu'on a appris en étudiant un peu le quartier. Puis on va présenter différentes typologies de bâtiments qu'on a étudiés avec des chiffres un peu plus proches, plus intéressants. On va voir avec vous la liste des travaux qu'on propose de faire chez vous et les points d'attention liés à tous ça. Voilà. On échange peut-être. Yep. Alors, en premier lieu, donc ça c'est la zone du contrat de quartier qui est couverte, contrat de quartier là, Bizet, pardon. La plupart des euros sont notés, mais que vous savez un petit peu ce que ça couvre. C'est pas nous qui on définit, c'est la région bruxelloise qui définit la zone dans laquelle a lieu le contrat de quartier. La région bruxelloise a défini ça ? Non, il faudra demander à Tessa, mais j'ai l'impression que ils ciblent des zones où il y a peu d'activités, ou en tout cas il y a une activité socio-économique qui est à développer, qui est en besoin d'activité socio-économique. Et du coup, ils définissent un périmètre par rapport à ça et ils proposent ensuite à des structures, des acteurs de développer une offre socio-économique. C'est que ces adresses-là ? Non. Alors l'étude qu'on partage ici est valable pour tout le monde. Maintenant, dans l'idée du projet de rénovation groupé, on va quand même essayer de rester dans un périmètre autour de ça. On ne va pas aller rénover un bâtiment à Uccle, ça n'a aucun intérêt, puisque l'idée c'est que l'entrepreneur fasse des chantiers dans une zone. Maintenant, c'est clair que vous habitez ici, ça reste une proximité assez grande, puis il y a un intérêt que l'entrepreneur fasse le chantier sur une zone plus grande. Voilà, et dans ce quartier, juste pour que vous voyez, donc, il y a quelques éléments au niveau de l'urbanisme qui sont quand même intéressants à voir. On a un bien protégé qui est le parc ici, et donc on ne fait pas ce qu'on veut dans un périmètre autour de ce parc. On a quelques bâtiments, donc l'école qui est juste ici derrière, l'église, ainsi de suite, qui sont classés. C'est principalement des bâtiments publics, donc ça concerne moins le logement. Et si moi j'habite en face de l'école classée, c'est bon aussi ?
Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment juste lorsqu'on est dans le bien de protection ici. On peut faire ce qu'on veut dans cette zone. Enfin, on peut pas faire ce qu'on veut partout. Il y a des règles respectées au niveau de la liste, mais on peut travailler sur votre maison, ça c'est pas un souci. Et alors, comme on est proche de la roue, il y a une zone zichée, zone d'intérêt collectif et historique. Et dans cette zone-là, on ne fait pas tout ce qu'on veut non plus. Il y a quelques règles respectées. Voilà. Alors ici, ça c'est tous les certificats PEB qui ont pu être recensés déjà, qui ont déjà été faits dans le quartier. Donc on voit qu'il y en a quand même déjà quelques-uns, mais pas partout. Mais on a que 6% de ceux qui ont un certificat qui atteignent déjà l'objectif PEB 2050, la lettre C. Tous les autres ne le sont pas, et encore, il y a tous les bâtiments qui n'ont pas de couleur, n'ont même pas encore de certificat PEB. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de rénovations à faire pour arriver à cet objectif. Voilà. Et c'est fait sur base de la carte thermographique de la région? Non, on a un recensement de tous les bâtiments qui ont certificat PEB, on peut retrouver la lettre, le chiffre, et on peut les encoder. Enfin, on a mieux accès à toutes ces informations-là. C'est certificat obtenu. Des PEB connus. Tout à fait. Et pas des PEB inconnus. Donc voilà, mais donc tous ceux qui sont en blanc ici, on n'a pas encore la PEB. Donc on a tendance à croire que il y a peu de bâtiments qui sont déjà assez, qui n'ont pas une nécessité un permis d'urbanisme et où les gens ont déjà fait toutes leurs rénovations énergétiques de manière volontaire. Voilà, on a tendance à croire que ça m'étonnerait que tous les bâtiments qui n'ont pas de certificat soient lettre C, ça m'étonnerait. Voilà. Et donc, et la carte thermographique de la... Alors elle ne donne que les déperditions de toiture pour peu que ce soit un espace occupé, donc c'est pas une information pertinente pour tout, mais ça donne une petite idée aux gens de l'isolation de leur toiture. Mais pour tout le reste, ça ne donne pas d'information. Les façades, on ne voit pas la thermographie sur la façade avec la vue aérienne. Donc ici on a un peu les différents types de bâtis qu'on a dans le quartier. On a des maisons familiales, des immeubles un peu plus gros. Ça c'est un bâtiment ici donc, avec un espace culturel au rez-de-chaussée des appartements dessus. On a des commerces de coin, des bâtiments publics, des entreprises. Et nous on a décidé de se concentrer sur 5 unités là-dedans. Donc on va retrouver les 2 appartements ici au-dessus, un qui est assez central et un qui est en toiture avec des mitoyens exposés. 2 maisons type qui datent plutôt d'avant-guerre. Et un bâtiment, près du canal, il y a tout un quartier qui a été construit dans les années 2006-2008, si je ne me trompe pas, qui sont des bâtiments relativement neufs, mais qui n'atteignent toujours pas cet objectif. Et on devrait réfléchir aussi pour cela, comment est-ce qu'on pourrait atteindre cet objectif. Donc ça, c'est les 5 bâtiments qu'on va étudier dans la suite. Alors, l'étude a été faite via le logiciel PEB. Le logiciel PEB, c'est le logiciel d'études énergétiques imposé en Belgique et à Bruxelles pour tout ce qui est lié à la performance énergétique des bâtiments. Attention, on tient compte de la consommation de gaz et d'électricité nécessaire pour la consommation de gaz pour le chauffage et la consommation d'électricité nécessaire pour le domestique. Donc, pour faire tourner la machine de ventilation, la chaudière, le chauffage, ainsi de suite. On ne tient pas compte de l'électricité nécessaire pour votre ordinateur, pour cuisiner, ainsi de suite. Donc, chauffage, eau sanitaire, électricité nécessaire pour ces machines-là. Attention aussi que la consommation théorique peut être différente de la consommation réelle. Pourquoi ? Parce que votre comportement va jouer. Si vous ne chauffez pas les pièces, vous fermez votre vanne thermostatique, ainsi de suite. Le nombre d'occupants peut aussi influencer. Si vous êtes seul ou à 5 dans un logement de même surface que votre voisin, ça peut influencer évidemment la consommation réelle par rapport à la théorie. La taille du logement peut influencer. La production photovoltaïque, ainsi de suite, peut influencer. Nous, à ce stade-ci, dans notre étude, on a tenu compte d'un prix du gaz à 12 cents de kilowattheure, l'électricité à 38 cents de kilowattheure et 15 cents pour la revente du photovoltaïque. On n'a pas tenu compte de l'inflation du coût de l'énergie dans les années à venir. Comme c'est très volatile, on n'a pas tenu compte. Donc voilà, il faut se dire qu'a priori, notre étude est plutôt... pourrait encore être, le temps de retour sur investissement pourrait être meilleur si on tient compte de l'inflation de l'énergie. Mais ne sachant pas trop à quelle volatilité on n'a pas tenu compte. Par rapport au calcul des primes, on est parti sur la catégorie moyenne. Il y a 1, 2 ou 3 qui dépendent de vos revenus. Et donc on est parti sur la catégorie moyenne pour couvrir un petit peu les différentes possibilités. Sachez qu'à Bruxelles, les nouvelles primes rénovation couvrent au maximum 50 000 € par logement. Donc une fois qu'on atteint ce plafond de primes possible, ça s'arrête. Et alors, par rapport aux emprunts, vous allez voir qu'on a simulé le temps de remboursement et ainsi de suite. On est parti sur un emprunt sur 30 ans avec un taux à 3,63%. Donc c'est de nouveau assez pessimiste, les taux d'emprunt aujourd'hui sont meilleurs que ça. Oui, il y a le fonds du logement qui propose des taux à intérêt souvent assez... Voilà, on s'est mis du côté de la sécurité sur toutes les informations pour que vous ayez une information plutôt sécuritaire. Alors,
Première maison que vous voulez représenter, donc c'est une maison typique du quartier. On a 2 étages plus un en toiture. On a une extension à l'arrière qui a donc 3 façades exposées. Donc finalement toute la maquette ici, on va avoir une maison sur 2 étages, un espace toiture, et puis une extension à l'arrière qui a 1, 2, 3 façades exposées. Donc c'est beaucoup de froid qui peut arriver par là. La maison n'est pas isolée, c'est un coin de vieille chaudière, il y a des châssis PVC en partie remplacés mais pas partout. Voilà, ça c'est le cas ici. Donc la maison, avant rénovation, elle a une consommation d'énergie primaire, donc cette consommation nécessaire pour le chauffage sanitaire, l'électricité pour faire tourner ces machines, de 441 kWh par mètre carré de surface utilisable dans la maison par an. C'est comme ça qu'on va comparer les chiffres les uns avec les autres. Et donc, elle a un certificat G, elle part de très loin, 441. Sur base de ce calcul théorique, on a une consommation de gaz et d'électricité domestique d'environ 580 € par mois, sur base des tarifs que je vous ai présentés précédemment. On pourrait décider en premier temps d'isoler la toiture. Excuse-moi. Isoler la toiture à versant ici, et isoler la toiture plate. On a là aussi. Et on voit finalement que la consommation d'énergie primaire baisse de 441 à 335. On améliore déjà d'une lettre, c'est déjà pas mal. Le coût des travaux est d'environ 20 500 € prime déduite, donc une fois qu'on utilise les primes. Et donc, sur la facture énergétique, on ne va plus payer 580 €, on va déjà gagner 120 € sur la facture énergétique. Tout ça, vous aurez accès à tous ces slides après, hein, ne vous inquiétez pas. Le remboursement, par contre, sur les 30 années, on paye 90 € par mois pour rembourser les 20 000 € de travaux qu'on a fait ici. Ça va? Donc vous voyez, finalement, on gagne 120 € sa facture, on a remboursé qu'en 90. On gagne déjà juste à faire les travaux. On vous a mis un petit chiffre avant, le 162. Pourquoi? Parce que vous allez devoir débourser l'argent pour faire les travaux, et les primes, on les obtient quelques mois après avoir rentré ces temps de facture. Donc les premiers mois, vous allez rembourser un petit peu plus cher, 162, puis vous allez retoucher les primes, vous allez rembourser la banque en une fois de ce montant de primes, et donc vous allez finalement payer sur la longue durée de votre emprunt que 90 €. On vous a quand même mis le chiffre avant pour vous une petite idée. Excusez-moi, oui. des toitures en pente comme ça, donc si isolé, pour faire la toiture. Ah, donc dans ce travail-ci, on a tenu compte qu'il fallait enlever la tuile, remettre un isolant, remettre une tuile. Donc le coût reprend l'ensemble des coûts nécessaires pour faire la toiture. Donc là, c'est par l'extérieur, c'est ça? C'est ça. On pourrait dire qu'on va un peu plus loin, qu'on va en plus isoler la façade arrière par l'extérieur, avec un panneau d'isolant de 20 cm et puis un peu de crépi. Même chose pour le fameux mitoyen exposé. Donc là, on a des voisins qui vont venir jusqu'ici. Malheureusement, mon extension aussi, je suis trop voisin, vous ne le voyez pas aspirer, mais je dois isoler ce morceau de mur-là, cette façade arrière ici. Et puis, tant que je suis en train d'isoler la façade, je vais remplacer des châssis par des châssis performants triple vitrage. Et là, on voit que je passe... Triple vitrage. Le triple vitrage, pardon, oui. J'ai une question. La façade, c'est la maison. C'est la maison, donc. Mais si l'autre, elle touche la maison communale du foyer envers le toit. C'est le mitoyen. Alors, ça c'est le mitoyen qui est chauffé, pas besoin d'isoler. On doit isoler les parties qui touchent l'extérieur, le froid. Donc vous voyez ici qu'en isolant les toits et la façade arrière et les châssis, on arrive à un CEP de 441 à 215. On a divisé par 2 la consommation d'énergie de ce bâtiment, juste en faisant ces travaux-là. On paye 53 000 € de travaux prime déduite. On gagne sur la facture chaque mois environ 250 €, mais on rembourse que 230, 236. Donc finalement, on reste même gagnant là-dessus. On a amélioré le bâtiment et au final, on paiera moins cher grâce au gain sur la facture. Donc ça reste quand même très intéressant. Et donc, dans ce cas-ci, on voit finalement qu'il y a déjà un gain. On pourra aller plus loin en disant qu'on va, en plus de cela, isoler la façade avant par l'intérieur. On va isoler, il y a une petite cave qui fait un quart de la surface. On va l'isoler au plafond de la cave. On va remplacer la chaudière et on va mettre un système de ventilation performant. Là, on voit finalement qu'on a un corps divisé par 2 la consommation d'énergie, donc divisé par 4 par rapport au chiffre de départ. On est sur 70 000 € d'investissement environ. La ventilation, c'est ça, c'est BMC type C. Oui, alors les ventilations, il y a 2 types de ventilation. La type C, c'est des grilles dans les châssis qui vont amener de l'air frais dans les locaux. On a besoin d'air frais, donc la chambre, le séjour, ainsi de suite. Donc c'est une grille, ça se voit beaucoup à Bruxelles maintenant. Et des extracteurs dans les locaux humides, comme la salle de bain, la cuisine, là où l'air est vissé, les toilettes, et elle extrait l'air. Et donc cette extraction va ajuster l'air à l'extérieur. Quand il y a un volume d'air qui est sorti, l'air frais va rentrer par les châssis de côté, et c'est une ventilation. La ventilation type D, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est une ventilation où tout se passe par une machine. Donc dans ce cas-ci, les machines vont juste extraire. Dans le type D, on va avoir une machine qui va amener de l'air et l'extraire, qui va faire les deux. On n'a plus de grille dans les châssis. Mais l'avantage, c'est qu'on va récupérer l'énergie. Donc l'air de la toilette ou de la salle de bain avant de sortir
va échanger la chaleur avec l'air qui rentre de l'extérieur dans la chambre ou le séjour. Et on peut récupérer 85% d'énergie. Donc en plein hiver, au lieu d'avoir de l'air à 0 degré qui rentre par la petite fente au-dessus du châssis, on a par ce tuyau d'air environ de l'air qui rentre à 15, 16, 17 degrés. Donc ça peut encore une manière de récupérer l'énergie. Mais ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, ça dépend de chaque projet. Donc ça, on verra peut-être quand on accompagne chaque projet, on pourra réfléchir à ça. Et donc nous, peut-être une solution intermédiaire, c'est de faire un mix de tout ça et de se dire que isoler la façade avant par l'intérieur, c'est pas facile, ça amène des problématiques. On doit rentrer chez les gens, on va perdre de l'espace, peut-être qu'on ne va pas isoler la façade avant, on va plutôt se concentrer sur les zones des toitures et la façade arrière par l'extérieur. On remplace comme la chaudière, on met le système de ventilation, et grâce à ça, on arrive à 149, qui est juste en dessous. L'objectif demandé, c'est 150. Il faut que tout le bâtiment bruxellois soit un PEB C-, C-, ça correspond au chiffre de 150. Et donc là, on investit 56 000 €. On gagne environ 320 € sur la facture chaque mois, mais on débourse que 250 de remboursement sur 30 ans. Voilà. Ça, c'est la première maison qu'on voulait vous montrer. On a fait l'étude sur une autre maison du quartier ici, qui est une façade avec un crépi déjà pour l'instant, qui a une forme un peu différente, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et dans ce cas-ci, on a un CEP, donc la consommation d'énergie primaire, qui est à 410, on a toujours le mauvais certificat. Dans ce cas-ci, on pourrait réfléchir à isoler les toits. On voit déjà qu'on pèse quand même déjà d'environ 100 la valeur, on augmente déjà d'une lettre. On pourrait se dire qu'on va en plus remplacer les châssis en façade arrière et mettre un système de ventilation. On passe à 170, donc ça c'est quand même très intéressant, on a la lettre D. On pourrait se dire qu'en plus, il manque un peu de couleur, mais donc c'est tous ces travaux-là, plus le plafond de la cave, on passe à 151, on est plus ou moins en chiffre à atteindre. Et là, on a des caves sur toute la surface de la maison, avec des plafonds assez hauts, donc c'est assez facile, enfin assez haut, ça reste une cave, mais assez haut pour qu'on puisse se permettre une isolation de plafond. Et nous, on propose peut-être une solution mixte de se dire on va isoler les toits, la façade arrière, le plafond de la cave, et le châssis de vitrage, et du photovoltaïque. On peut encore améliorer le chiffre, ça c'est encore, on peut aller encore un peu plus loin là-dedans. Mais tout ça, vous avez accès, hein. Tout ça est sur le site, donc vous ne sentez pas obligé de tout écrire. Voilà. Le site, excusez-moi. Rénov-Bizet. Voilà, on vous le redonnera à la fin, le site, il sera écrit. Voilà. Et alors ça, c'était pour les deux maisons. On va aussi regarder des appartements. J'imagine que certains d'entre vous habitent peut-être dans un appartement. On va regarder le premier appartement, qui est l'appartement juste ici au-dessus, au deuxième étage, qui est assez compact finalement. Il est entre deux murs mitoyens chauffés. Les voisins habitent, donc malheureusement, c'est pas comme chez vous où la maison est abandonnée. Il y a un voisin en dessous, un voisin en dessous. Donc finalement, les seules surfaces de déperdition, c'est les façades avant et arrière. Il y a très peu de surfaces de déperdition. Donc c'est l'appartement qui est ici. Voilà. Dans cet appartement-là, on a déjà un bon CEP. Donc la consommation d'énergie primaire est à 216. Pourquoi ? Parce que finalement, il a une grande surface d'utilisation au sol, il est généreux en surface, mais il a très peu de surface de déperdition. Donc il a finalement une facture énergétique très très faible. Il dépense moins de 200 € par mois pour se chauffer, l'eau chaude sanitaire et faire tourner ses machines techniques. Dans cet appartement-là, on pourrait réfléchir en disant on va isoler la façade arrière, rajouter des châssis triple vitrage et mettre quand même un système de ventilation en place. On est à 186, donc on a déjà un peu baissé. On peut aller un peu plus loin en disant qu'on va en plus isoler la façade avant et mettre en place un système de ventilation type D, donc avec récupération de chaleur. Je vous ai expliqué avec les tuyaux et on peut récupérer la chaleur. Là, on voit qu'on est à 127, donc on est largement au-dessus de l'objectif de 150 qui était demandé, 150. Et on peut se dire que peut-être que pour arriver à cette valeur de 150, peut-être qu'on peut se limiter en isolant la façade arrière, remplacer les châssis par des triple vitrages, mettre une nouvelle chaudière, une ventilation type C. C'est encore une solution alternative. Et là, on voit qu'on est à 134. On n'a pas tellement investi, 17 000 €, et on gagne 116 la facture, on en rembourse que 76 chaque mois à la banque. C'est une solution finalement qui est assez rentable à mettre en place pour l'appartement ici au-dessus. On va regarder maintenant l'appartement tout au-dessus, qui lui est moins bon. Pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez du chiffre, hein, donc l'appartement central, il a un CEP de 216, alors que l'appartement tout au-dessus, il est à 658. C'est beaucoup plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'il a une toiture qui perd beaucoup de chaleur et il a évidemment sa façade avant et arrière, mais il a aussi deux murs mitoyens fortement exposés au froid. Donc lui, finalement, pour la même surface d'appartement, il a beaucoup plus de surface de déperdition et ça impacte fortement sa facture. Donc dans ce cas-ci, on pourrait réfléchir à isoler la toiture ici au-dessus, isoler la façade arrière et les mitoyens qui sont exposés finalement, remplacer les châssis par triple vitrage, mettre un système de ventilation. Il arrive à 233, donc il divise quand même presque par 3 cette consommation. Ici, on a la façade avant
qui pourrait être en plus isolé par l'intérieur. On met un système de ventilation efficace, là on s'approche encore plus du chiffre demandé. Ou alors une solution mixte, c'est-à-dire qu'on isole les toitures, la façade arrière, les châssis, on remplace la chaudière, on met quelques panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, et là on voit qu'on atteint l'objectif. Donc on voit que pour cet appartement-ci, l'effort est beaucoup plus important à faire pour y arriver que l'appartement en dessous. Mais c'est la réalité, il consomme beaucoup plus d'énergie que l'appartement qui était en dessous. Alors dans le cadre copropriété, l'objectif est le même que pour les maisons unifamiliales. Pour 2046, il faudra y arriver. Mais il y a un vrai débat qui a lieu pour l'instant, de se dire, ok, isolation des façades, tout le monde en profite. Par contre, l'isolation du toit, il n'y a que la personne tout au-dessus qui en profite. Malheureusement, le toit fait partie de la copropriété, mais il faut encore... Je crois qu'il y a encore un débat à avoir sur qu'est-ce qui fait partie de la copropriété, l'étanchéité du toit à la structure, ou est-ce que l'isolation du toit fait aussi partie de la copropriété. Donc il y aura un vrai débat là-dessus. Et l'autre débat par rapport à la copropriété, c'est qu'il faut financer tous ces travaux. Il faut trouver, donc c'est toujours le même problème en copropriété. Comment est-ce qu'on fait constitue ce fonds de financement? Est-ce que c'est un emprunt? Est-ce que chacun mène de manière propre ses fonds? Donc ça, c'est un gros débat dans la copropriété. Mais je ne sais pas qui habite dans un immeuble, c'est déjà le cas pour tous les travaux qui ont eu, la rénovation d'ascenseurs. J'imagine que ceux qui ont déjà eu affaire à ça, c'est complexe. Il faut amener des sous et pas tout le monde a les mêmes moyens financiers, les mêmes envies. Là, on va voir la maison, donc toutes les maisons qui seront près du canal, rue Paul Hoche, qui sont des maisons qui datent des années 2006-2008, donc on les a déjà de manière importante, le bâtiment. Et on voit finalement que sa consommation du primaire est déjà bonne, la 154, c'est pas si mal, on doit encore faire un petit effort pour y arriver. Dans ce bâtiment-là, on pourrait se dire qu'on va remplacer la chaudière, avoir une chaudière plus performante, plus neuve et avec un meilleur rendement. On a déjà l'objectif à atteindre. On pourrait se dire peut-être qu'on peut en plus mettre un peu de panneaux de solaire photovoltaïques, c'est encore intéressant aussi à faire, ça marche encore, on baisse encore le chiffre, on est à 105. Et on peut peut-être se dire qu'on va encore plus loin, tant qu'à faire les efforts. On va isoler le toit parce que le toit n'est pas fortement isolé, ils ont isolé le plancher du grenier. On va isoler les façades sont déjà isolées, mais entre la brique de parement et l'isolant, il y a encore un petit vide qu'on pourrait remplir avec des billes de polystyrène. Et là, on voit qu'on passe à 56. Donc finalement, on peut encore fortement baisser. Et un investissement qui va derrière aussi. Donc finalement, c'est chacun de regarder vers où il veut aller. Nous, on pense que c'est assez facile à mettre en place, la chaudière et le panneau photovoltaïque. Il y a combien d'isolation pour l'instant en toiture que nous, on prévoit, c'est 14 cm de polyuréthane. Ce qui est en place, je ne pourrais plus vous dire, mais je pense qu'il y a 8 cm pour l'instant de laine minérale. Oui. Une question sur les panneaux. En fait, on ne considère pas l'autoconsommation comme la consommation d'énergie première, que je ne comprends pas comment on baisse la consommation avec des panneaux. Parce qu'on produit de l'énergie. Donc nous, on tient compte dans l'étude ici, ça dépend évidemment de chacun, de son comportement, un taux de consommation d'environ 40%. Vous allez produire à des moments de la journée où vous n'êtes pas dans votre maison, et donc malheureusement, ça, vous allez le revendre au réseau. On est parti sur un prix de revente à 15 cents. Mais vous allez peut-être faire tourner vos machines quand il y a plein de soleil, vous allez peut-être profiter comme une partie de la journée quand vous êtes sur place du soleil, donc on tient compte d'une autoconsommation de 40%. Les panneaux solaires photovoltaïques sont en code des logiciels et ils tiennent compte qu'il y a une production d'énergie qui est comme intéressante pour le bâtiment et qui potentiellement peut être revendue aussi. Ça, c'est une compte dans le logiciel. Donc là, on a fait un tour de 5 typologies. Évidemment, votre logement n'est pas pile poil là-dedans, mais ça vous donne une idée. Et donc, à l'extérieur, il y a plein d'autres cas qui ont été étudiés pour chacune typologie. Il y a une dizaine de cas qui sont étudiés. Est-ce qu'on isole à l'étape intermédiaire, tout ce qu'on a montré ici? C'est pas à regarder dehors, il y a toutes les informations qui sont notées dessus. Je peux te laisser faire slide là. Ouais. Donc pourquoi est-ce que la région souhaite que les gens rénovent? Pourquoi est-ce que c'est important? Au-delà juste d'augmenter son PEB, il y a quand même beaucoup de bénéfices à la rénovation énergétique. Déjà le confort, une maison isolée, c'est une maison qui on vit mieux, qui est plus salubre. Une question de santé, d'hygiène. Ça permet effectivement de baisser les factures énergétiques, comme on l'a vu dans le calcul que Julien a présenté. D'augmenter son certificat PEB, ce qui aujourd'hui peut aussi être important, parce que la région bruxelloise, du coup, pour s'assurer que les gens rénovent bien, ils font en sorte que les personnes ne peuvent plus indexer les loyers ou ne peuvent plus indexer les loyers. Donc c'est-à-dire que j'imagine que vous êtes au courant, donc les mauvais certificats PEB, si vous avez un bien avec un mauvais certificat PEB, on ne peut pas indexer d'année en année le bien. Et aussi dans la location, lorsqu'un vous avez un locataire qui va venir chez vous, évidemment, lorsqu'il voit qu'il y a un bon certificat, donc une faible consommation énergétique, il va avoir tendance à plus facilement louer votre bien et potentiellement un loyer un peu plus cher. Et lors de la vente, on imagine, les études ont prouvé que
ont étudié le fait qu'entre un certificat A et un certificat G, environ une différence de prix entre 20 et 30% possible grâce à la bonne lettre PEB. Pas de souci. Au revoir. Et enfin, il y a une moins grande dépendance par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie. Donc c'est ce qu'on a vu. Enfin, typiquement, si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, il y a eu une grosse fluctuation du prix de l'énergie et les gens qui n'avaient pas bien isolé étaient très dépendants de ça, ont vu leur facture exploser parce qu'ils avaient besoin d'utiliser l'énergie, de consommer de l'énergie. Et du coup, le fait d'isoler, ça permet de se mettre à l'abri de ça, parce qu'on a forcément un besoin moindre en termes d'énergie. Voilà, alors quels sont les travaux que nous envisage faire dans le cadre de cette rénovation groupée? Alors c'est l'isolation des toitures à versants. Elle peut être imaginée par l'extérieur lorsque la tuile décide d'être remplacée, ou si la tuile est en bon état finalement, qui n'a pas besoin de travailler sur le revêtement extérieur. On peut aussi travailler par l'intérieur, elle travailler entre la structure de toiture et plutôt alors faire une finition intérieure ou c'est un isolé qui n'est pas occupé. C'est un des éléments. On peut aussi isoler les toitures plates, donc c'est un isoleur qu'on va placer ici sur la toiture existante. On va refaire l'étanchéité, donc c'est l'occasion de sur une meilleure pérennité de votre toiture. Les façades, alors les façades arrière et mitoyennes, le plus simple c'est de mettre un isolant par l'extérieur, parce que je ne veux pas l'isolant, mais on va mettre un isolant de 20 cm par l'extérieur, qu'on va recouvrir d'un crépi généralement. Et la façade avant, soit la commune autorise isolée par l'extérieur, on peut travailler de la même manière, soit elle n'autorise pas, à ce moment-là on isole par l'intérieur, avec une plus faible épaisseur, un isolant qui respire, parce que isoler par l'intérieur, ça nous tue des problématiques liées à la condensation possible, à la structure du plancher, ainsi de suite. Et ça, on aura l'occasion d'en débattre une prochaine fois, finalement, on peut en parler 2 heures juste de ce sujet. On va aussi penser à isoler le plafond des caves. Finalement, si les caves ne sont pas chauffées, on peut isoler soit par en dessous, soit dans l'épaisseur du plancher pour améliorer finalement, ne pas perdre trop de chaleur vers le bas. Et alors, on peut imaginer aussi remplacer les châssis, parce qu'on va isoler les façades. Alors, le remplacement des châssis a tout son sens. On va mettre des châssis plus performants, double vitrage, en meilleure qualité, plus étanche à l'air, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi imaginer. Par rapport aux installations techniques, un travail simple, c'est de remplacer cette vieille chaudière qui a 10, 15, 20, 30 ans. Si le rendement est moins bon, ça vaut la peine de la remplacer. On peut réfléchir aussi à mettre en place un peu de ventilation de type COD. Donc, je rappelle, C, c'est les grilles où il faut de l'air frais, les chambres, les séjours, ainsi de suite. Il y a un extracteur là où l'air est pollué, donc c'est des extracteurs qu'on place dans la toiture, dans la façade, pour enlever l'humidité de la salle de bain et les odeurs de la toilette. Ou le type D, c'est le même principe, mais on n'a plus de grille dans le châssis, tout se passe par une machine et on récupère la chaleur en plus. Et alors, on peut facilement s'imaginer l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures. Ça, c'est a priori la panoplie des travaux qu'on imagine couvrir. Et tout ce qui va avec, lorsqu'on va isoler le toit, il faut enlever la tuile, la remettre, remplacer les luxe, voilà. Mais c'est des trucs ça aujourd'hui, mais ça sera étudié au cas par cas pour qu'est-ce qui couvre ces travaux-là. Voilà, maintenant vous avez... Là, on vous a donné l'information sur, par rapport à mon type de logement, voilà en gros quels sont les travaux qui sont intéressants de faire, combien ça coûte, comment est-ce que je le rentabilise entre ce que je dois rembourser de l'emprunt et ce que ça me permet d'économiser sur ma facture. Ça va être disponible sur le site, disponible en ligne. On a à chaque fois présenté 3 cas, mais Julien et son bureau architecte a étudié pléthore de cas, donc c'est possible de prendre des options qui sont aussi pas là. Tout est présenté sur des panneaux qui sont affichés sur le mur et qui sont aussi en ligne sur le site. Et maintenant, ce que je vais vous présenter ici, c'est le parcours du candidat rénovateur, du rénovateur. C'est-à-dire que par rapport à cette information, si vous vous dites moi ça m'intéresse de me lancer dans la rénovation, être accompagné pour rénover mon logement, et on a prévu un parcours dans le cadre de ce contrat de quartier durable. Il faut répondre à quels critères Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc il y a une partie qui est financée par le projet dans le contrat de quartier durable, donc c'est-à-dire pour les habitants du périmètre. Et ensuite il y a une partie qui est à la charge des particuliers et où il y a un accompagnement de l'architecte. Et là, comme disait Julien tout à l'heure, le but c'est de faire une rénovation groupée et du coup que vous soyez un petit peu en dehors du périmètre ou pas, et vous pouvez quand même être inclus dedans parce que l'objectif c'est d'essayer d'aller chercher des économies d'échelle et du coup si vous êtes à 50 mètres, les économies d'échelle sont aussi applicables. Donc les 3 premières étapes sont financées par le contrat de quartier, donc dépend de ce que vous habitez ici. Toutes les étapes qui suivent, elles ne le sont pas, donc ne dépendent pas vraiment de votre localisation précise. On demande quand même que ce soit dans un périmètre autour de la zone, pour ne pas se trouver à faire un projet, comme je disais, à Bruxelles. Une rénovation groupée doit se faire dans une zone géographique plus proche pour que l'entrepreneur puisse avoir l'intérêt à travailler sur plusieurs maisons en même temps.
C'est ça. Donc la première étape, c'est toute l'information, l'étude qui a été faite ici, essayer de faire en sorte que les habitants du quartier puissent avoir une information pour savoir qu'est-ce que c'est la rénovation énergétique, qu'est-ce que je veux faire. Et donc, avoir un socle pour permettre de manifester son intérêt et dire « Ok, moi je veux rénover ». À partir du moment où vous dites « Ce projet m'intéresse », ce qu'on vous propose, qui est inclus dans le projet, c'est que l'architecte fasse un diagnostic individuel de votre logement. Donc là, c'est un diagnostic assez court, d'1 heure, où Julien ou un membre de son équipe va venir chez vous pour voir si votre projet correspond bien à ce qu'on présente ici. Vous dire bah oui, ok, je pense qu'effectivement c'est censé isoler le toit, ou alors non, en fait avant il faut que vous commenciez par mettre votre logement aux normes en termes d'électricité, etc. On ne peut pas répondre à toutes les questions individuelles dans cette réunion aussi, donc le but c'est de venir chez vous, d'avoir une discussion spécifique à votre logement. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, alors ces 2 étapes sont un peu interchangeables, mais il y a une réunion collective de travail. On s'imagine bien que là, tout de suite, à cette réunion d'information, il y a encore plein d'informations qui vous manquent. Le but, c'est de réfléchir ensemble. Une fois qu'on a constitué un groupe pour vous accompagner dans la rénovation groupée, de réfléchir à, ok, comment est-ce qu'on va passer les travaux, quels sont les travaux qui sont inclus dans ce projet, qui ont été faits, quels sont les travaux qui ne sont pas inclus, quelles sont les différentes variantes que je peux faire. Donc là, c'est une réflexion de groupe. Ça, c'est accessible à tout le monde parce que c'est une réunion collective, donc c'est pour le périmètre, mais s'il y a des gens extérieurs qui veulent se joindre, ça pose pas de problème. Donc c'est aussi accessible aux gens qui sont un petit peu en dehors du périmètre. Un petit peu en dehors, c'est combien? Moi j'habite à 7 minutes d'ici. 7 minutes en voiture ou à pied? À pied. Oui, enfin, ça me semble oui. pas problématique. L'objectif, c'est de dire pour que ça ait un sens, en fait, il faut que l'entrepreneur puisse se déplacer une seule fois, que Julien, il n'aille pas à prendre sa voiture et à faire 2 heures de route. Pour sortir, il faut qu'il puisse y aller, c'est ça, 7 minutes à pied, ça me paraît acceptable. On pourra regarder après sur une carte, mais oui. Et donc ça, c'est les 3 premières étapes. Une fois que vous avez fait ce diagnostic, cette réunion collective, vous vous dites, ok, le projet m'intéresse, j'ai envie de faire des travaux, donc je me lance. Et du coup, là, on va vous demander d'envoyer à l'architecte votre projet. Donc dire, bah moi, par rapport à ce que vous avez présenté, ce qui m'intéresse, c'est d'isoler ma toiture et de faire ma façade arrière et mes châssis. Et d'envoyer les plans à l'architecte qui va pouvoir faire une première estimation vraiment plus personnalisée. Donc là, il y avait une première estimation très grossière par rapport au type de logement. Et là, c'est encore une estimation, mais vraiment sur votre logement. Qui va vous le travail qui a été fait sur les 5 cas étudiés pour votre logement. Combien de carrés de façade à isoler, combien de châssis, par rapport au prix moyen de la vie de Bordeaux, voilà la facture auquel vous devriez arriver. Évidemment, donner vos chiffres pour que vous puissiez voir, ok, ma maison est un peu plus grande, petite, je ne comprends pas, qu'est-ce que je vais payer. Là, on vous donne une estimation vers où vous allez arriver. Ok, ce budget convient à l'idée que j'avais envie d'investir dans ce bâtiment, ça me semble cohérent. Et là, on peut passer à l'étape suivante. La validation des travaux, on est d'accord, finalement, on décide de ne pas changer les châssis, on peut comme le toit à la façade, mais pas les châssis, très bien. On va nous alors valider qu'on va travailler ensemble pour la suite. Et donc là, on va préparer un dossier d'appel d'offres aux entreprises. Donc c'est aller décrire tout ce qu'on va réaliser et demander un prix aux entrepreneurs. Parce que nous, on donne un estimatif comme combien ça va coûter, mais ce n'est pas un prix d'une entreprise. On a maintenant 10 maisons qui sont intéressées pour isoler leur façade par l'arrière. Qu'est-ce que les prix que vous allez nous donner pour isoler ces 10 façades? Chez un tel, il y a 10 mètres carrés, chez l'autre, il y en a 30, 50, ok. Et nous, on dira à chacun, ok, voici les montants que vous devrez payer auprès de l'entrepreneur. Donc il faut qu'on en trouve, qu'on prépare un peu les prix, qu'on choisisse ensemble l'entrepreneur. Éventuellement, dans certains cas, certains projets peuvent nécessiter un permis d'urbanisme. Lorsqu'on est plus haut que le voisin, l'isolation, lorsqu'on touche la face à l'avant, ainsi de suite. Donc, s'il y a un permis d'urbanisme, une étape intermédiaire avant de faire le dossier de la soumission, c'est d'introduire un permis d'urbanisme à la commune. Voilà, donc ça, c'est une étape intermédiaire possible dans certains cas. Il y a quand même eu, en 2014 et 2019, des règles qui ont changé, qui depuis lors facilitent l'isolation sans permis. Donc dans beaucoup de cas, on peut l'arrêter de minime importance, on peut même faire beaucoup de travaux sans nécessiter un architecte ou un permis. Et donc on gagne du temps, parce qu'un permis, c'est du temps, une longue procédure, et donc ce serait comme intéressant de pouvoir passer cette étape-là. Il y avait une question là. Par rapport à toutes ces étapes-là, une fois qu'on a été on arrive au moment de faire les travaux, combien de temps ça prend au niveau... si on disparaît, voilà, tout est OK,
Alors on passe à l'étape suivante, donc on en est ici, mais donc à chaque fois on vous a mis des petits délais, hein, on imagine. On mettra le global, après il y aura le délai global, mais oui, à chaque fois il y a des délais. C'est des temps estimés, ça dépend de vous aussi, des temps de réflexion, les temps liés au permis, ça dépend de la commune aussi, mais on essaie de vous mettre des délais objectifs. Avant que les travaux commencent, ça peut prendre un an. Ça peut prendre un an. Avant que ça commence. Et donc nous on imagine, une fois que vous avez validé la fiche projet, eh bien 2 plus 1 plus 2, 5 mois pour peu qu'il n'y ait pas de permis d'urbanisme. Après 5 mois, on arrive le devis. Si un permis, on rajoute 2 à 6 mois. Non, plus que ça, hein. Ça c'est l'instruction, plus le travail chez nous, plus on rajoute entre 8 et 10 mois. Sur l'enquête publique. Pardon, si en public et tout le reste, oui, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Sur de concertation. Ça malheureusement, les délais de l'urbanisme, on en est dépendant nous aussi tous les jours. Voilà. Ensuite, nous évidemment. Il y a juste une autre question. Oui, pardon. Les étapes en vert, c'est aussi vous qui gérez et c'est financé par le contrat de quartier. Non, le contrat de quartier s'arrête ici, les étapes orange. Donc Ici, la prestation architecte, là, par exemple, envoyer l'appel d'offres collectif et tout ça. Alors c'est nous que nous occupons, mais vous nous payez les honoraires pour faire ça. Alors, du coup, pour expliquer, en fait, ce qu'on a demandé à Julien, en plus de ce travail d'étude et de diagnostic, c'est de s'engager sur des honoraires. Donc on a déjà fixé les honoraires et qui disent si jamais on peut avoir un permis groupé, ça c'est encore en négociation avec la commune, et qu'il y a 10 personnes qui se lancent, et ben ils sont engagés à diminuer ces honoraires pour les tranches de 10 puis de 20 pour déjà acter les économies d'échelle. Maintenant, dans tous les cas, vous avez accès à ça, vous pouvez aussi décider de vous lancer avec un architecte à côté, mais alors vous bénéficierez du coup pas de l'effet de groupe qu'il y a ici. Vous pouvez en tout cas faire des étapes orange gratuitement, celle-là elle n'engage à rien. Là, à un moment, vous pouvez commencer le financement public s'arrête sur l'étude et sur les premières étapes. Mais le but final, c'est de motiver les gens à isoler et à rénover. Donc, si vous pouvez prendre l'information et que finalement vous n'êtes pas intéressé par l'effet de groupe, dommage pour nous. C'est vrai, on a bien l'idée d'avoir ce projet dynamique de groupe, de pouvoir baisser le prix de la facture, mais on est déjà très content sur cet effort de votre côté. Certains projets nécessitent des extensions ou d'autres travaux qui font pas partie de la mission ici. Donc parfois, on dit voilà, l'extension, malheureusement, c'est pas dans le cadre d'une rénovation groupée, c'est un projet spécifique. Faites appel à un architecte pour faire ce travail-là. Ça va, voilà. Et ça, c'est aussi. Vous pouvez aussi vous arrêter à chaque moment, c'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir l'estimation de votre maison, vous pouvez demander à l'architecte juste de faire ça, et vous devez du coup payer cette partie-là. On peut arrêter le contrat à certaines étapes, hein. Tout le travail qui a été fait de payer, mais on peut dire tout d'un coup, mais en fait, j'ai vendu la maison, j'ai plus envie de rester autre chose, on peut être engagé sur chaque étape, mais. C'est ça. Alors, une fois que nous on a reçu les offres des entreprises pour votre bâtiment, enfin, pour tous les bâtiments, on va faire un comparatif, on va regarder la différence de prix des uns les autres, le temps que ça met, le feeling, et on va réfléchir ensemble avec quelle entreprise on va choisir. Donc ça c'est une réunion qu'on fait, on vous présente les offres, on explique, chacun va un peu réfléchir. Chez vous il y a aussi une étape qui est d'aller voir les banques, d'assurer que vous avez des financements. Voilà, on estime ici environ 1 mois de travail chez vous pour aller s'occuper de la banque. Après on prépare une réunion de lancement, on prend le temps de vous expliquer comment se passe un chantier, c'est un chantier groupé, c'est un peu différent. On répond à toutes les questions qu'il peut y avoir par rapport au chantier. Le chantier démarre. Alors, la durée de chantier va dépendre des travaux que vous faites. Si on va juste remplacer les châssis, ça peut être très court. Si vous allez face à de toit et de sans plus, ça peut être plus long. On imagine un châssis entre 2 et 6 mois, mais ça dépend un petit peu de la liste des travaux que vous voulez réaliser. Les travaux se terminent, on réceptionne, on acte éventuellement les derniers clous, les dernières vis à placer. Le projet se termine, voilà, fin de projet. On ne vous voit plus, vous êtes libéré pour quitter votre maison bien rénovée. Et les demandes de prix, ça m'occupe. Soit de vous, soit de nous, on peut vous accompagner, mais alors il faut trouver une manière de rémunérer le temps de travail lié à ça. Et nous, et on peut aussi, enfin, dans l'objectif, c'est plus que vous les fassiez et qu'on le fasse en groupe. Nous, on peut mobiliser Homegrade, on a mobilisé Homegrade, le CRU, pour vous accompagner à les faire. C'est ça qu'on le fasse ensemble, alors, en fait. C'est vraiment simplifié par rapport à. Je ne sais pas qui avait les demandes de prix il y a encore quelques années, mais depuis 2 ans, toutes les prix sont sur une seule même plateforme, les formulaires sont beaucoup plus clairs, tout le monde a droit au prix, mais seulement tout après. Enfin, voilà, c'est quand même fortement simplifié par rapport à il y a 10 ans. Si on est bien au niveau digital. Pardon? Si on est performant au niveau digital. Ah oui, l'encodage va se faire de manière digitale. Voilà, mais on pourrait imaginer qu'on fasse une réunion et qu'on le fasse ensemble, les primes, pour pas avoir des frais supplémentaires, parce qu'effectivement, si c'est Julien qui le fait, alors c'est du temps de travail qui devrait être facturé. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire en groupe. Donc, du coup, sur le parcours qu'on vous a présenté, en termes qu'est-ce que ça représente en termes de temps, au total, du coup, c'est entre 10 à 15 mois. Donc, à partir de l'étape qui est en verte, hein. Donc ça, c'est
toute la partie manifestation d'intérêt et essayer de comprendre, ok, est-ce que je veux me lancer dans ce projet? Une fois que vous vous lancez, c'est-à-dire que vous envoyez vos plans à l'architecte et votre liste de travaux, si vous n'avez pas besoin de permis d'urbanisme, vous aurez fini vos travaux 10 ou 15 mois après cette étape-là. Ça prend quand même 1 an. Et si vous avez besoin d'un permis d'urbanisme, là ça prend entre 16 et 27 mois. C'est beaucoup plus long parce qu'il y a toutes ces étapes du permis d'urbanisme qui vous ont été expliquées. Et en plus, il y a une autre mission de conseiller PEB qui est obligatoire et qui intervient à 3 moments différents. Lorsqu'on dépose le permis, lorsqu'on démarre le chantier, lorsqu'on termine le chantier. Dès qu'il y a un permis, tous les travaux d'énergie doivent être encodés et vérifiés. On ne pourra plus mettre une simple vitrage aujourd'hui. En remplaçage assis, c'est au minimum de vitrage performance. Voilà, ainsi de suite. Nous avons un toit, on ne peut pas laisser d'isoler 3 cm, on doit mettre une épaisseur minimale. Donc c'est un encodage relativement simple et qui assure qu'on respecte ces règles-là. Alors quels sont les points d'attention? C'est qu'ici, il n'y a pas de certificat. La liste que je vous ai donnée est sur base du logiciel PEB de travaux. Ce n'est pas un certificat PEB. Le certificat PEB, vous l'obtenez lorsque vous achetez, vous vendez ou lorsqu'on fait appel à un certificateur. Si vous vous dites, ben voilà, moi je pense que je vais déjà isoler les toits, les façades, je vais déjà faire des efforts aujourd'hui et j'en ferai d'autres dans 20 ans, pas besoin de certificat spécialement, on va déjà faire des étapes, on se dit qu'on va déjà améliorer. Et oui, donc il faudra avoir un certificat et voir où on arrive. Si vous dites, mais non, moi maintenant à ma maison, je veux arriver à cette valeur de 150 aujourd'hui, eh bien ça vaut la peine de demander, avant d'entamer les travaux, si toute la liste des travaux qu'on imagine faire dans votre bâtiment à vous, permet bien d'atteindre la valeur 150. Parce que nous, on utilise le logiciel PEB travaux, qui est assez proche du logiciel PEB certificat, mais des petites divergences. Donc si on veut être certain d'atteindre un chiffre précis, il faut malheureusement faire un certificateur qui va confirmer qu'après travaux, c'est bien ce chiffre précis. On ne parle pas de grand chose, il y a des petites différences possibles. Et ça dépend, on aura l'occasion de repartager ça avec chacun en fonction de vos attentes, ainsi de suite. Je vous rappelle juste que pour 2026, pour aussi d'avoir un certificat de tous les bâtiments au stade actuel, voilà. Certains postes doivent être ajoutés par vous au budget de travaux qu'on vous a présenté dans le cadre de l'étude. Donc les frais liés au permis, les frais administratifs, les frais d'études, donc l'architecte, éventuellement le coordinateur sécurité et santé durant le chantier, l'ingéniosité si on touche à la stabilité du bâtiment, l'état des lieux des voisins, ainsi de suite. On vous demande de nous transmettre des plans de bâtiment. Si on n'a pas de plan, on ne sait pas travailler. Soit vous en avez et qui sont justes, il faut faire appel à un géomètre. Les copropriétés, c'est relativement complexe aussi. Il faut vérifier quels sont les travaux qui sont liés à la copropriété, quel accord obtenir, ainsi de suite. Donc on n'est pas fermé à des copropriétés, mais il y a toute une problématique liée à ce sous-groupe qui doit aussi être d'accord sur les travaux à réaliser lorsque ça fait partie des travaux de copropriété. Mais ça peut être, à travers cette présentation, le but, ça peut être aussi justement de faire émerger un peu la question et les réflexions dans les copropriétés. Ok, on doit rénover, comment on fait? Voilà un peu les prix que ça coûte. Et moi, je peux venir pour présenter rapidement s'il y en a qui sont intéressés par la copropriété. Je sais que tu es dans une copropriété, c'est bien. Donc voilà, on accompagne aussi les copropriétés, les petites copropriétés. C'est quoi le truc de 2026 parce que je ne vois pas? Alors ici, 2026. Ouais. Donc ce fameux certificat qu'on a lorsqu'on achète au moment, tout le monde devra l'obtenir pour 2026. Donc soit vous en avez un qui est récent et vous avez une valeur, soit vous avez une maison, vous l'avez acheté, certificat PEB, je crois que c'est depuis 2015 qui sont obligatoires. Et donc vous n'avez pas de certificat. Ils vont demander à tout le monde d'avoir un certificat et de voir où on en est. Comme ça, on sait quand même, dans cette maison qu'on occupe depuis longtemps aussi, quelle valeur j'ai et finalement, enfin, quelle lettre j'ai et comment je peux l'améliorer potentiellement à cette lettre C à atteindre. Voilà. Attention, ça reste quand même une étude théorique, elle dépend fortement de votre consommation, votre comportement et votre consommation réelle. Si le même logement occupé par deux personnes différentes pourra avoir des consommations réelles différentes. Et du coup, ça a un impact sur l'économie que vous réalisez par rapport au... Le prêt sera le même pour tout le monde. On peut essayer que vous aurez des travaux à faire, vous aurez un prêt sur 30 ans, mais par contre, les gains seront différents en fonction de chacun. Donc là, il faudra revoir et leur diagnostic, donner votre consommation ingénieur pour voir, ok, voilà comment je m'y retrouve. Alors, l'isolation de façade avant par l'extérieur dépend de l'urbanisme. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'elle a une esthétique? Mais on voit qu'on a une discussion avec l'urbanisme et la région bruxelloise et on sent qu'elle va tout doucement évoluer. Ils vont nous transmettre un mapping de toutes les façades dans le périmètre qu'on pourrait éventuellement faire évoluer, isolé par l'extérieur. Il y a une discussion qui commence à s'ouvrir là-dessus. Sauf que normalement, ce qui est dans le périmètre d'un parc classé. C'est ça, donc il y a certaines règles aussi, mais voilà, on sent que comme pour le quartier La Roue, il y a une discussion qui a eu lieu et ils peuvent isoler par l'extérieur. Donc cette groupe a permis ça a duré longtemps, mais ils ont pu obtenir une isolation par l'extérieur, à certaines conditions de conservation de l'esthétique des façades, ainsi de suite, mais ils ont pu obtenir quelque chose qui n'était pas obtenable encore il y a peu lorsqu'on était seul. Donc ça c'est comme intéressant. Si on isole par l'intérieur, on perd de l'espace, c'est comme des risques liés à la condensation. On va en discuter à une prochaine réunion.
Voilà, je reviens vite fait sur l'intérêt de l'approche groupée. Pourquoi est-ce l'approche groupée? Donc, je suis déjà passé un peu dessus au début. On se dit que la dynamique de groupe, ça peut permettre à les gens de se lancer dans ces travaux de rénovation qui paraissent souvent une montagne. Chacun a des expériences différentes, des ressources différentes. Et sont une montagne, voilà. Et du coup, on gravit ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Nous, le but, c'est de vous encadrer pour les démarches administratives, s'assurer que vous ayez toutes les primes auxquelles vous ayez le droit. On va faire des réunions avec le fonds du logement. Le but, c'est justement que moi, je sois en tout cas un point de contact pour aller chercher toutes les différentes ressources aussi extérieures qui peuvent être utiles. Et enfin, le but, c'est de négocier des prix de groupe pour faire en sorte que la rénovation soit plus accessible. Donc à la roue, par exemple, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils essayent. On va bientôt avoir l'information sur quelles économies d'échelle ils ont réussi à avoir. C'est encore à prouver. Le chiffre précis, la rénovation de groupe commence à avoir lieu partout en Belgique. On essaie de comprendre quel pourcentage de prix on peut obtenir, quel rabais on peut obtenir. Mais c'est certain que lorsqu'il y a un effet de groupe, lorsqu'on essaie plus de mettre la même tuile et le même isolant, c'est avec l'entrepreneur un travail simplifié que ça peut baisser le coût de la rénovation. Voilà. Et malgré l'effet de groupe, les travaux de rénovation, souvent en tout cas pour faire une rénovation assez complète, c'est des choses qui coûtent assez cher, qu'il faut pouvoir financer. Donc il y a plusieurs solutions de financement qui existent. Les prêts du fonds du logement, donc qui sont des prêts avec des taux assez avantageux, des prêts à 1,5 ou 2,5 en fonction aussi de vos revenus. Donc qui sont plus avantageux que ce qui vous a été présenté là. Donc, c'est à prendre en compte. Et il y a aussi d'autres solutions qu'on étudie. Il y a Financité, qui est un acteur financier qui travaille sur le projet avec la roue pour essayer de trouver une solution qui est adaptée aux besoins des habitants. Et du coup, ils proposent un petit questionnaire en ligne, si vous êtes intéressé par le répondre, pour essayer vraiment de créer une solution adaptée aux habitants du quartier. Donc ça, si vous êtes intéressé, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez répondre. Il y a aussi le CLTB, Community Land Trust Bruxelles. Ça, c'est une solution de financement aussi qui peut paraître un petit peu complexe. Ils font un projet d'étude où ils financent à hauteur de 60 000 € des travaux de rénovation pour les particuliers. Et si vous êtes intéressé par cette étude-là, je vous invite à revenir vers moi aussi. Donc voilà, ils ont ce projet-là qu'ils veulent faire avec un habitant potentiellement de ce quartier-là. Et dans ce cas-là, je vous mettrai en contact avec le CLTV qui vous expliquera un peu leur fonctionnement et comment avoir ces primes de 60 000 € pour financer les travaux. Et à les fonds FEDER, mais dont je n'ai pas trop parlé ici, sauf si vous avez des questions, parce que pour l'instant, c'est un projet européen pour lequel nous, on ne va pas pouvoir répondre. Dans une première version, voilà, un point qui relance un second fonds FEDER. À tout de suite. Voilà, c'est la fin de la présentation. Je me dis que c'était sûrement un peu dense, mais maintenant, on est disponible pour les questions.